Good Morning Business, Business Today. Bonjour Stéphane Boujat. D'abord, des bons résultats pour Euronext, qu'on va juste décrire un petit peu ensemble, avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 3,9%, malgré une baisse de l'activité, on va en parler, sur les volumes à la Bourse de Paris et sur les autres bourses dont vous vous occupez. En tout cas, bonjour Stéphane Boujat. Bonjour. Avec une diversification de votre activité, vous ne dépendez plus uniquement, effectivement, des volumes d'échange, mais de tous les services associés que vous avez développés. Non, mais je crois que vous l'avez très bien formulé. On est dans une année où le chiffre d'affaires a progressé, en dépit du fait que le cœur du métier historique de la bourse, c'est-à-dire la négociation des actions, s'est beaucoup contracté. Ouais. Mais ce qui nous a permis de réaliser néanmoins une progression de près de 4%, c'est que dans d'autres métiers de négociation, de trading, c'est-à-dire les produits de taux, avec MTS, la négociation des produits d'énergie, d'électricité, puisqu'on a une bourse de l'électricité en Europe, les métiers que les Français connaissent mieux, qui sont liés au matif, qui sont les matières premières agricoles, le blé, tout ça a bien progressé, mais surtout, en dehors même de ces produits, de ces autres catégories, de ces autres actifs, il y a quand même tous les métiers de vente de technologie, de vente de données, de vente de services aux entreprises qui ont bien progressé, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'Euronext réalise 60% de ses revenus dans des métiers qui n'ont rien à voir avec la négociation, avec les volumes. Et donc, qui sont vos clients dans ces services que vous proposez ? Ce sont soit ce qu'on appelle des émetteurs, des entreprises qui nous achètent des services de données, etc., soit des investisseurs, soit des acteurs, des brokers, des participants de marché. Alors, donc, peut-être, oui. Non. Donc c'est vraiment un moment où on a pivoté l'année 2023 parce qu'on a réalisé beaucoup de synergies avec l'acquisition, l'intégration réussie de Borsa Italiana, une opération qu'on a conclue en 2021 et qui porte ses fruits. Sur les marchés de taux notamment. Sur les marchés de taux notamment, absolument. L'avenir. Parce qu'on était un peu déçus, on a fait le bilan des introductions en bourse, on sait que la période n'était pas propice, voilà, ça repart. Vous avez vu les records, 2 records hier à la Bourse de Paris en clôture et en séance pour le CAC 40, puis ça va continuer ce matin, c'est ce que nous disait Aude Kersulek. Donc ça y est, ça repart, on est sur des plus hauts historiques. Donc ça peut redonner de l'envie d'aller en bourse pour les introductions. Mais quand même, il n'y en a pas eu beaucoup au dernier mois. Il y a eu des renoncements, je pense notamment à Ampère, pour Renault. Pourquoi est-ce qu'il y a une forme de désaffection ou de prudence par rapport à la Bourse de Paris ? Alors il faut dire deux choses. D'abord, l'année, bien sûr, 2023 a été décevante, a été une année de contraction des introductions en bourse et des cotations en général. Ce qui s'est passé quand même de manière très massive, c'est que la part de marché d'Euronext en Europe a été prédominante. Désormais, parce que Londres s'était beaucoup effondré, parce que le pool de liquidité unique, le carnet d'ordre unique, la plateforme technologique unique fait qu'aujourd'hui 25% des actions échangées en Europe sont échangées sur des marchés Euronext. Donc le Brexit nous a profité. Le Brexit a surtout affaibli Londres et nous a profité par ailleurs. La réalité, c'est que 64 introductions en bourse ou cotations ont eu lieu l'année dernière sur les marchés Euronext. Ça représente à peu près 40% de toutes les cotations en Europe. Oui, mais sur un marché européen qui s'est contracté. Non, mais ce que je veux dire, un marché contracté avec une part de marché d'Euronext qui est massivement plus importante qu'il y a quelques années. Alors, en 24, moi je suis optimiste sur deux choses. D'abord, la part de marché d'Euronext qui est devenue désormais, c'est quelque chose de nouveau auquel on ne s'est pas habitué, parce qu'en 2014, quand Euronext a été introduit en bourse, il y avait un très grand scepticisme qui entourait l'entreprise. Et là, il y a eu 13 cotations internationales sur Euronext. Il y a eu 2 cotations internationales à Londres et une à Francfort. Donc c'est vraiment ici que ça se passe. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont reporté leurs opérations. Il va y avoir, on a dans le pipe, dans la file d'attente, beaucoup de projets en cours. Moi, je pense que les choses sont en train de changer. On a clairement une visibilité sur les taux qui n'est pas celle qu'on avait il y a un an. Les perspectives de baisse de taux. En plus, vous avez vu que même ce matin, le gouverneur de la Banque de France, François Gallo, dans le quotidien belge L'Écho, dit qu'il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne ne devrait pas tarder de baisser ses taux. Bon, il est plus autorisé que quiconque à faire ce genre de commentaires, mais ce qui est certain, c'est que en ce qui concerne les marchés, c'est qu'ils anticipent de toute façon une stabilisation des taux, ce qui a un effet de rotation d'actifs vers les classes actions. À long terme, ce qu'il faudra quand même, c'est que l'Europe, Paris, retrouve une forme d'attractivité pour les investisseurs, les marchés de capitaux, la fluidité, la taille du marché. Il y a le gouvernement
promet une loi justement avant l'été sur l'attractivité financière de Paris. Ça passe par plein de choses. Ça passe évidemment par l'accueil des investisseurs étrangers, l'accueil des banquiers de Londres à Paris, ça c'est très bien. Ça passe aussi par l'épargne des Français et des Européens qui doit aller davantage vers les marchés boursiers financiers. Si vous aviez, j'imagine que vous êtes consulté par le gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer que tout ça aille dans le bon sens? Alors d'abord, la première chose à faire, et c'est ce que fait ce gouvernement avec, à mon avis, beaucoup d'efficacité, c'est de poursuivre de manière cohérente un mouvement qui a 15 ans, peut-être 20 ans, et il faut saluer ici le fait que si les conditions de production et d'attractivité de la ville de Paris et de la France en général se sont améliorées autant, c'est parce que de manière très très cohérente, on a fait des très gros efforts. Mais ça, vous parlez de fiscalité, des impatriés, tout ça, c'est très bien. Oui, mais ça, c'est très important. Non, mais au-delà moi, je vous parle de taille du marché. Au-delà de ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Les conditions dans lesquelles on embauche des gens, on peut se séparer des gens quand on s'est trompé ou quand le marché recule. Les conditions dans lesquelles on paye les gens, les conditions dans lesquelles on investit, se sont profondément modifiées depuis une quinzaine d'années, et il faut que ça continue. Oui, mais regardez, moi, je reçois tous les jours sur ce plateau des French Tech, etc. Au bout d'un moment, la plupart, elles nous disent le marché européen n'est pas assez grand, n'est pas assez liquide. Parlons du marché. Aujourd'hui, le plus gros marché action et le plus liquide, c'est le marché Euronext. Pourquoi certaines entreprises considèrent, explorent, même si très très peu font le pas, un mouvement vers les États-Unis? C'est parce qu'on a souvent tendance dans la vie à comparer McDonald's et Relais Château, c'est-à-dire à ne pas comparer des choses comparables, à fantasmer sur ce que serait une très forte liquidité, une très forte visibilité sur un marché très pauvre. La réalité, c'est que dans un segment qui est les biotech, il y a une attractivité ou une compétitivité documentée réelle des marchés actions américains, parce qu'il y a un segment de biotech beaucoup plus profond. Mais il n'y a pas que les biotech. Mais en dehors des biotech, aujourd'hui, il y a peu de sociétés qui décident de franchir le pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes capables d'offrir un pool de liquidité qui est de 7 000 milliards d'euros. Alors, les raisons fondamentales pour lesquelles les entreprises de technologie n'entrent pas en bourse, c'est pas parce que les marchés européens seraient moins compétitifs que les marchés américains. C'est que aujourd'hui, la capacité à démontrer un plan de croissance pour un certain nombre de ces entreprises est moins facile qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Il y a aussi un problème de présence d'investisseurs, de fonds de pension, etc. Mais c'est un... le paradoxe, vous avez raison de souligner, c'est qu'on a le gisement d'épargne le plus important de la planète qui finance les déficits publics américains plutôt que de financer les fonds propres des entreprises européennes. Les déficits publics dans la captation de l'épargne, c'est un sujet économique de premier plan. Merci beaucoup Stéphane Bougelin, directeur général et président directeur d'Euronext, d'avoir été notre ami